L'on distingue au XIXe siècle 3 statues de la femme dans l'imaginaire masculin. La Madone, l'image pure de la mère de famille, qui s'occupe des tâches ménagères, la courtisane, qui représente le désir et l'amour-passion, et la Muse, la femme inaccessible dont les artistes rêvent et s'inspirent. La société se façonnant autour de ces 3 images, le devoir matrimonial impose à la majorité des femmes de devenir une ménagère. Cloîtrée chez elle, la femme au foyer n'a comme occupation principale que les tâches ménagères et la garde des enfants, dont elle dirige rarement l'éducation. Si elle est riche, elle pratique parfois une activité artistique comme la peinture et le piano, mais elle ne peut jamais véritablement s'y consacrer. Elle doit obéissance à son mari et est privée de nombreux droits tels que le droit de vote jusqu'en 1945, le droit de disposer librement de son salaire jusqu'en 1907 et le droit de s'inscrire à l'université sans l'accord de son mari jusqu'en 1938. La possibilité de mener une carrière est donc restreinte. Cependant, certaines femmes choisiront l'union libre, comme l'artiste peintre Sonia Delaunay. Celle-ci se marie à l'un de ses amis proches, Wilhelm Huth, un collectionneur allemand qui lui ouvrira les portes du monde de la peinture. Cela permet à la jeune femme de jouir d'une liberté qu'elle n'aurait pu acquérir d'une autre façon. Ce cas de figure est très rare. Dans la profession d'artiste, la femme a une place très limitée. Les femmes ne peuvent être vues comme créatrices, car toute création est le propre de la masculinité. De plus, elles ne bénéficient pas de la liberté qu'ont les artistes hommes de flâner à leur guise dans la ville, fréquenter des bars ou des théâtres, pour chercher l'inspiration et participer à des discussions. En effet, les femmes ne pouvaient sortir qu'en présence de leur mari ou d'un chaperon. Aussi, pendant une grande partie de l'histoire, les femmes auront surtout marqué l'art en tant qu'inspiratrices. Dans la littérature, ce phénomène est présent aussi. L'on retrouve dans les poésies de Baudelaire des femmes qui l'ont marqué. Pendant la Belle Époque, le terme d'inspiratrice est ambigu, car nombre d'entre elles sont aussi des artistes à part entière. Par exemple, Berthe Morisot, dont le portrait a été peint plus d'une dizaine de fois par Manet, Suzanne Valadon, qui pose pour Renoir ou Degas, ou encore dans la littérature, la comtesse Anna de Noailles, qui inspire de célèbres écrivains. De même pour la comédienne Sarah Bernhardt, pour qui de nombreuses pièces de théâtre ont été écrites. On note également que dès le XVIe siècle, les femmes sont à l'initiative de nombreux salons littéraires. Bien entendu, ces femmes sont issues de la noblesse, ou ont des parents assez riches qui ont pu leur offrir une éducation complète. Ces intellectuelles sont influentes dans le milieu littéraire, car elles sont à l'origine de nombreuses rencontres. Les plus célèbres sont Madame de Sévigné, et au XVIIIe siècle, la duchesse du Maine, qui tient un salon où l'on peut voir les grands esprits de son temps, tels que Voltaire ou Montesquieu. À la Belle Époque, les salons existent encore, et un des plus connus est celui de la poétesse Anna de Noailles, qui invitait l'élite intellectuelle, Alphonse Daudet, Jean Cocteau, Paul Valéry, Colette, André Gide. Ainsi, en plus d'être inspiratrices, les femmes depuis des siècles ont un certain rôle dans la création artistique masculine. Le mécénat pratiqué par de grandes dames de l'histoire, riches et souvent nobles, a contribué à la création de nouveaux courants artistiques, fait connaître des artistes, mais surtout donné une place importante à l'art dans leur pays. L'on constate malgré tout que l'accès à une formation d'artiste pour les femmes se facilite vers la fin du XIXe siècle. En 1803 s'ouvrit à Paris l'École nationale de dessin pour jeunes filles, qui préparait essentiellement au dessin industriel. Nulle place donc pour les vocations artistiques. En 1868 est fondée l'Académie Julian dans le 9e. 5 ans plus tard, elle ouvrira ses portes aux femmes. L'Académie Julian dispense un enseignement de grande qualité. De plus, elle se pose comme une alternative aux beaux-arts, qui ne recrute que les élèves ayant passé un examen difficile, exigeant une importante connaissance du français. Ainsi, l'Académie Julian attire des artistes de tous les pays. Certaines sont aujourd'hui célèbres, comme l'Allemande Louise Breslau, la Française Louise Bourgeois et la Russe Marie Bashkirtsev. Celle-ci écrivit d'ailleurs dans son journal. À l'atelier, tout disparaît. On n'a ni nom de famille. On n'est plus la fille de sa mère. On est soi-même. On est un individu et on a devant soi l'art et rien d'autre. On se sent si content, si libre, si fier. En 1870 ouvre l'Académie Colarossi, qui propose un enseignement aux sculpteurs, hommes et femmes. Camille Claudel en fit d'ailleurs partie. Les étudiantes gagnent le droit d'avoir des modèles de nus féminins et masculins. Ceci est un grand pas. En leur permettant de travailler d'après des modèles vivants, on ne les cantonnait plus aux genres considérés comme secondaires. Les natures mortes, les paysages, les portraits. L'Académie Viti dispose quant à elle de 2 ateliers séparant les sexes.
Mais la porte de l'école des beaux-arts est toujours fermée aux femmes. Elles sont donc contraintes de payer à ces académies leur enseignement, dont les frais étaient 2 fois plus chers que pour les hommes. C'est alors qu'intervient Hélène Berthaud. Son beau-père lui fait découvrir la sculpture quand elle est enfant, si bien qu'elle décide d'en faire son métier. Elle part pour Paris dans les années 1850 avec son mari sculpteur Léon Berthaud. Elle recevra plusieurs récompenses et commandes de l'État. En 1873, elle ouvre les premiers cours de modelage pour femmes, puis 6 ans plus tard, une école d'art. C'est en 1880 qu'elle fonde l'Union des femmes peintres et sculpteurs, dans une volonté de progrès social. Hélène Berthaud appelle la solidarité entre les artistes féminines pour qu'ensemble elles accèdent à la reconnaissance. C'est ainsi que l'UFPS obtient l'ouverture des beaux-arts aux femmes. D'abord un accès limité à la bibliothèque et quelques cours en 1897. Puis, l'atelier Imbert leur est réservé gratuitement en 1900. L'UFPS obtient également en 1903 la possibilité pour les femmes artistes de se présenter au prestigieux Prix de Rome. La littérature attire également les femmes. À la fin de la Belle Époque, un écrivain sur 6 de la Société des gens de lettres est une femme. Mais elles sont plutôt exclues des hautes institutions littéraires. L'Académie française est exclusivement masculine, comme le jury Goncourt jusqu'en 1910. Pour contrer l'hostilité de ces derniers, réputés misogynes, le prix féminin est créé en 1904. Son jury est constitué des femmes de lettres les plus célèbres de l'époque. Ces milieux valorisés font partie d'un ensemble plus libre et étendu, où les femmes écrivent et tentent de se faire reconnaître. C'est ainsi que doucement, la condition des femmes artistes évolue à la fin du XIXe siècle. Mais il est certain que la reconnaissance de leur art est encore difficile à obtenir.